Bonjour à vous toutes et à vous tous. Nous sommes le 2 août 2025. Mon nom est Claude Laferrière, avocat et enseignant en géopolitique. Je fais cette vidéo dans une perspective d'éducation populaire. Je n'attends aucune contribution de quelque nature que ce soit. Le titre de la vidéo d'aujourd'hui, Trump, l'annexion, 51e État, phase 2. Avant de commencer mon exposé en 5 points, je vais d'abord faire un court, très court préambule ou introduction. Depuis qu'il a été assermenté comme président des États-Unis, le président Donald J. Trump, contrairement à ce qu'on dit dans les médias, a fait preuve de constance dans le dossier du Canada, de constance et de prévisibilité. Son point de vue est tout à fait simple. Il veut faire du Canada le 51e État des États-Unis et périodiquement parlant, il refait la déclaration dans des circonstances qui peuvent varier, que ce soit dans Air Force One ou dans le salon ovale de la Maison-Blanche ou encore dans le Rose Garden. Donc, la position de Trump est très claire. Pour le Canada, évidemment, il n'en est pas question. Ça pose un problème. Maintenant, la phase 2 de l'annexion 51e État va porter de manière plus spécifique sur la question des tarifs et de la négociation et de l'environnement de la négociation des dits tarifs. Je vais donc procéder en faisant 5 développements, 5 points précis pour exposer ce à quoi je vais en arriver, l'annexion phase 2. Le premier point important, je pense, et là je vais vous parler à titre d'avocat. Je suis membre du barreau depuis 1992, donc j'ai un peu d'expérience de pratique. J'ai plaidé en cour supérieure, en cour d'appel, et ainsi de suite. Bon. J'ai aussi mené des dossiers de négociation. De cette expérience de longues années, de 3 décennies, eh bien, j'ai tiré quelques leçons importantes pour mener une bonne négociation. Et ça, évidemment, c'est pas nécessairement ce que vous allez retrouver dans les programmes de formation du barreau ou d'autres organismes publics ou privés, là. Mais pour mener une bonne négociation, il y a 3 éléments importants à mon point de vue. Le premier élément, c'est le respect de l'autre partie, c'est-à-dire le traiter avec dignité et civilité, même si l'autre partie peut parfois déraper ou dérape souvent. Il faut conserver une position qui affirme la dignité et la civilité. Quand on est un homme politique et qu'on décide de manifester une attitude de civilité et de dignité à l'égard de l'autre partie qu'on va traiter avec respect, eh bien, on s'attend à ce que les médias fassent de même et qu'on arrête de faire du dénigrement systématique de l'autre partie. En fait, c'est plus que du dénigrement, c'est de la diffamation que de le traiter de instable, imprévisible, laissant sous-entendre que c'est un malade mental. Or, depuis 2015, nos médias au Canada, publics et privés, par le biais des journalistes et des panels et des experts, font du dénigrement systématique et organisé du président Trump. Donc, la première condition pour mener une bonne négociation est carrément violée par les médias, pas nécessairement par le premier ministre Carney qui fait preuve de beaucoup de retenue, je pense, de retenue, je dis bien. Eh bien, les médias devraient prendre la même tangente. Or, c'est pas le cas. Et
Vous savez, comme disaient les anciens, toute vérité n'est pas bonne à dire. Il faut tourner sa langue 7 fois avant de parler. La parole est d'argent, mais le silence est d'or. Autrement dit, on n'a pas à dire à l'autre partie ce qu'on pense vraiment de lui ou d'elle, que ce soit dans un dossier matrimonial, un dossier d'affaires, un dossier constitutionnel et encore moins dans un dossier politique et géopolitique. On se retient et on réfléchit. Dans le cas du président Trump, et je trouve que les médias ici jouent avec le feu, parce qu'ils pourraient facilement introduire une requête en diffamation devant nos tribunaux et poursuivre nos médias publics ou privés ou certaines personnes. Donc, je pense que dans un dossier de négociation, le premier point, traiter la partie adverse avec civilité, respect, reconnaître, autrement dit, se comporter de façon digne. À ce moment-là, ça risque de susciter en quelque sorte une réaction positive. Le deuxième point important pour bien réussir une négociation, c'est l'effet de surprise. C'est le principe de Sun Tzu, comme à la guerre. Il faut pouvoir déstabiliser la partie adverse, non pas en dénigrant la partie adverse ou en le traitant de toutes sortes de noms ou avec toutes sortes de sous-entendus, mais plutôt arriver avec un élément auquel la partie adverse n'a pas songé ou que la partie adverse a oublié. À l'occasion d'une entrevue avec Richard Martineau sur Cube Radio, j'avais souligné la possibilité de discuter du fameux détroit, le passage de l'Arctique, et de finalement faire des cessions territoriales des îles le long du passage de l'Arctique, ou encore de les louer, ou encore simplement avoir une reconnaissance de binationalité de certaines îles afin de permettre aux Américains d'y construire des bases radars, des bases de sous-marins ou encore des bases pour l'armée de terre, ou même des pistes d'aviation pour NORAD. Donc, c'était, à mon avis, une hypothèse qui aurait certainement séduit le Pentagone et qui a fait en sorte que les généraux auraient pu, passez-moi l'expression, passer le message au président et lui dire « c'est une sacrée bonne idée, il faudrait être raisonnable sur les tarifs et baisser la pression ». Donc, ça, c'est le deuxième point d'une bonne négociation, provoquer un effet de surprise. Le troisième point d'une bonne négociation, c'est de faire en sorte qu'une fois que la négociation est terminée et conclue, qu'on puisse l'exécuter immédiatement, afin d'empêcher que l'autre partie change d'idée. Évidemment, on n'est pas rendu là. Donc, je répète, les 3 points, à mon avis, pour avoir une bonne négociation. Traiter l'autre avec respect, dignité, civilité. Deuxièmement, arriver à énoncer un élément de surprise qui va déstabiliser et qui va en quelque sorte relancer la négociation sur une nouvelle base ou d'une nouvelle base ou un nouveau paramètre. Troisièmement, pouvoir l'exécuter immédiatement. Le deuxième point, le deuxième développement de mon propos d'aujourd'hui, je vais traiter de façon spécifique des gaffes du premier ministre Carney. Et là, il y a un problème. La première gaffe de la négociation Carney est immense. Dans le contexte de l'administration Biden, il avait été, entre guillemets, discuté ou négocié une fameuse taxe sur le numérique qui représente des milliards de dollars. Je n'ai pas le montant exact, mais c'est dans l'ordre de quelques milliards. Cette taxe était rétroactive pour une période de 3 ans, si ma mémoire est exacte. Eh bien, ce dossier n'avait pas été porté à la connaissance du secrétaire au commerce Lutnick, ni du président. Lorsque le président a appris ça, bien sûr, il était en colère de ne pas avoir été informé de cet autre beau cadeau de l'administration Biden à l'administration Trump. Il était tellement en colère et a menacé de rompre les négociations que finalement, le premier ministre Carney a retiré, ou enfin
a reculé sur la réclamation qui était due au mois de juin. Est-ce qu'il est revenu avec cette réclamation dans le contexte des négociations actuelles? Je l'ignore, les négociations étant à huis clos, secrètes pour l'heure, pour l'instant, même si par ailleurs le président Trump s'exprime publiquement de façon très ouverte, de même que le secrétaire Lutnick. Mais Dominique Leblanc nous dit que la conversation continue et que tout ça c'est secret. Bon, ben là, écoutez, qui dit vrai, là, je ne sais pas. Mais une chose est certaine, ça a été une gaffe monumentale de la part du premier ministre Carney de ne pas avoir informé dès l'assermentation du président, au lendemain de l'assermentation du président, de l'existence de cette énorme créance contre les géants du numérique. Deuxième gaffe du président, du premier ministre, dis-je, c'est la nomination d'un certain Brosseau, un agent de la GRC, un haut gradé, qui a été nommé czar de la frontière. Manifestement, les Américains ne sont pas contents, mais là, vraiment pas contents dans le dossier du fentanyl, qui sert de base, il faut se le rappeler, pas seulement le fentanyl, mais la cocaïne aussi, autres drogues, autrement dit l'influence du crime organisé là, dans le trafic de drogue. La nomination de M. Brosseau n'a pas impressionné Kash Patel ni Don Bongino, le directeur et le directeur adjoint du FBI. Enfin, si on se fie à ce qu'on peut lire, à ce qu'on peut entendre sur Fox News, il est clair que les sources du FBI disent finalement que la frontière nord des États-Unis est davantage poreuse que la frontière sud lorsqu'il s'agit des drogues, le fentanyl notamment, mais l'ordre exécutif vise aussi la cocaïne. Mais tous les ordres exécutifs n'ont pas été publiés dans le Federal Register, donc j'ai une certaine recherche à compléter à cet égard. Mais il reste qu'il y a beaucoup de frustration par rapport aux tsars canadiens du fentanyl. Là-dessus, je pense que c'est une gaffe parce que, voyez-vous, ça va beaucoup mieux avec le Mexique parce que le Mexique a déployé les forces armées le long de la frontière sud. L'armée mexicaine est déployée. Trump aurait espéré que l'armée canadienne soit déployée le long de la frontière nord, ce qui comprend bien entendu les ports et la surveillance des conteneurs, n'est-ce pas? Parce que la frontière, elle est là aussi. C'est pas seulement la frontière, la ligne, là, hein, la plus méridionale au Canada. C'est aussi la surveillance des ports et des conteneurs pour l'entrée des drogues et pour le transit des drogues. Donc, c'est important de comprendre qu'à cet égard, c'est une gaffe monumentale de ne pas avoir déployé les forces armées dans les ports et le long de la frontière et de sévir de façon importante contre le crime organisé. Parce que ce qui se raconte du côté républicain, c'est que le Canada est devenu une passoire pour le crime organisé et la drogue. Bon, je ne m'étendrai pas là-dessus, mais c'est une gaffe. Il aurait pu agir et déployer les forces armées canadiennes le long de la frontière américaine, ce que la présidente Sheinbaum a fait et que le président Trump a beaucoup apprécié, tellement qu'il lui a accordé un délai de 60 jours pour discuter des tarifs. Ce qui nous a été refusé, on ne l'a pas à faire non plus. Là. Autre gaffe du premier ministre Carney, la reconnaissance de la Palestine. C'était vraiment pas le temps. C'était vraiment pas le temps. Il aurait pu dire, on va attendre, on va créer un comité, on va se prononcer là-dessus dans un mois, dans 30 jours, une fois que le comité aura fait son rapport, ou encore soumettre le dossier à quelques experts, ou encore trouver une raison quelconque pour reporter son positionnement. C'était vraiment pas le temps. On aurait pu continuer de fournir, bien entendu, de l'aide humanitaire à Gaza, mais avant de reconnaître l'État palestinien de Mahmoud Abbas, sur lequel le Hamas exerce un certain contrôle, parce que là, on se retrouve dans la position extrêmement délicate du côté américain, du côté des républicains, pas du côté des démocrates. On dit que le Canada appuie le Hamas.
une organisation terroriste. Ça n'a pas de bon sens. Ça crée du chaos, ça crée de la confusion, ça crée de l'ambiguïté. C'est une autre gaffe majeure. Voilà. Le troisième point que je vais aborder avec vous, c'est le bilan des tarifs. Bon, je vais faire ça de façon très succincte. Je vais me référer à mes notes. Voilà. Ce qu'il faut retenir, c'est l'importance de l'alignement idéologique dans les décisions du président Trump. Ces décisions sont très prévisibles, contrairement à ce qu'on dit dans les médias. Il n'est pas instable, contrairement à ce qu'on dit dans les médias. Avec le Mexique, avec lequel le président Trump s'entend plutôt bien en raison du déploiement des forces armées le long de la frontière, le président Trump a accordé un délai supplémentaire de 60 jours. Donc, il n'y a pas de tarif pour un autre 60 jours. Maintenant, pour le Canada, pour tout ce qui n'est pas couvert par l'accord de libre-échange, c'est un tarif de 35 il y a un tarif de 50 pour l'acier, l'aluminium, le cuivre. La question du bois d'œuvre, j'ignore si c'est 35 ou 50 J'attends la production, la publication des derniers ordres, exécutifs dans le Federal Register. On parle aussi de 35 pour les automobiles. Il y a certaines pièces qui vont être... Il va y avoir des exceptions. Enfin, j'ai hâte de voir le texte écrit de l'ensemble des tarifs. Et le Brésil, avec lequel les Américains ont énormément de difficultés sur le plan idéologique, parce que c'est un gouvernement d'extrême gauche avec Lula, c'est un tarif de 50 surtout. Ce qui est énorme. Donc, autrement dit, l'alignement idéologique est très important. La présidente Sheinbaum du Mexique est une socialiste, mais c'est une socialiste qui a réussi à connecter, à entrer en, si vous voulez, en communication assez étroite avec le président Trump et à comprendre quel était son point faible. Le président Trump aime l'armée, aime la défense, aime les forces armées, et elle lui a donné ce qu'il voulait, le déploiement de l'armée le long de la frontière. C'est ça qu'il voulait avoir. Et là, Trump le reconnaît et répond de façon très positive en accordant un délai supplémentaire. Maintenant, un autre point important par rapport au bilan, je suis dans le troisième point, c'est la question de la gestion de l'offre. Trump tient absolument à ouvrir des marchés pour les fermiers. Les fermiers, c'est une clientèle, ça fait partie de son électorat ultra-conservateur et il veut ouvrir le marché canadien à ses agriculteurs, à ses fermiers. Donc, ça va être un point extrêmement important pour le Québec. Il veut aussi ouvrir le marché canadien aux banques américaines pour les prêts à consommation, comme par exemple les prêts hypothécaires, les marges de crédit commercial, etc. Autrement dit, il souhaite que, par exemple, que Bank of America s'installe à Montréal et fasse des prêts comme la Banque Royale, la CIBC, etc. Il veut ramener de la compétition, il veut uniformiser le marché et permettre l'installation au Canada de succursales des grandes banques américaines. Ça va faire mal. Par rapport à la question des tarifs, le gouvernement répond par des contre-tarifs, ce qui fait en sorte que tout ce qu'on va acheter des États-Unis va coûter beaucoup plus cher, ce qui va faire souffrir les Canadiens. Donc, non seulement les Canadiens et les Canadiennes vont souffrir des tarifs américains parce que, bon, la disponibilité de produits américains va être réduite ou moins importante en raison des contre-tarifs, mais il va y avoir une rareté créée par les tarifs parce que les entreprises américaines, au lieu de s'approvisionner de produits canadiens, vont s'approvisionner à l'interne. Les entreprises américaines vont acheter des produits américains d'entreprises américaines situées sur le territoire américain. Ce qui veut dire que les entreprises américaines qui ont des succursales en Chine
vont relocaliser leur activité aux États-Unis pour permettre de fournir aux producteurs américains déjà installés sur place. Donc, voilà, donc c'est terrible. La contraction économique va être absolument énorme parce qu'il va y avoir moins de produits disponibles sur le marché pour les produits américains disponibles sur le marché au Canada, et ces produits américains vont être frappés d'un contre-tarif et vont être encore plus chers. Évidemment, l'impact de ça va surtout être dans le milieu industriel, un peu moins dans le milieu commercial. Dans le milieu industriel, ça va être terrible. Qu'on pense, par exemple, tout le milieu des transports, toutes les pièces dans la fabrication, le montage des moteurs, les chaînes de fabrication, dans le domaine de l'électricité, de l'électrique, les transformateurs, qu'on pense à Hydro-Québec, qui doit s'alimenter de matériel américain, à Hydro-Ontario, qu'on pense aux chemins de fer, aux autobus, les systèmes d'air climatisé, etc. Tout ça, il y a beaucoup de produits qui nous viennent des États-Unis qui vont être moins disponibles et qui vont être plus chers à cause des contre-tarifs. C'est terrible. Donc, j'arrive à mon point numéro 4. Quels sont les effets? Quels vont être les effets de tout ça? Eh bien, on peut s'attendre à une chute du dollar, qui va être terrible, je pense. On peut s'attendre à une décote de crédit du gouvernement fédéral, qui va entraîner une décote du crédit du gouvernement provincial. Et là, il faut comprendre que cette décote va reposer en grande partie, non seulement sur les tarifs, mais sur la dette du fédéral, qui, selon certaines rumeurs, serait au-dessus de 300 milliards. Jamais vu un record historique, jamais vu, ce qui va avoir des conséquences énormes. C'est la raison pour laquelle le gouvernement a retardé de produire un budget, il l'a promis pour septembre. On va voir les conséquences de la divulgation de cette information une fois que l'information va être devenue officielle dans le domaine public. J'ai hâte de voir les réactions des marchés. Donc, baisse du dollar, décote de la cote de crédit du fédéral avec un impact possible au provincial. Et là, on va se retrouver à renégocier l'accord du libre-échange. Est-ce que Donald Trump va vouloir renégocier l'accord du libre-échange de façon à priver les entreprises de priver le gouvernement d'un tarif de 35%? Moi, je pense que Donald Trump ne voudra pas renégocier un accord de libre-échange. Il va vouloir soumettre l'ensemble du marché à son tarif de 35%, parce qu'il ne faut pas oublier que depuis que les tarifs sont entrés en vigueur, il y a plus de 150 milliards de dollars qui sont entrés dans les coffres du gouvernement fédéral. Le but étant, bien entendu, d'éponger la dette laissée, entre autres, par l'administration Biden. Au Canada, on va avoir la dette laissée par l'administration Trudeau, ce qui est catastrophique. Donc, de part et d'autre, on gère des dettes à ce moment-ci. C'est ça qu'il faut comprendre. Le gouvernement Trump est conscient de la dette de trilliards de dollars et veut régler la dette. Sa position est claire, constante et prévisible. Il y a un endettement, il faut régler. Au Canada, on est encore dans le trudeauisme, dans le wokisme. On n'est pas encore conscient des dommages causés par l'administration Trudeau. Il va falloir qu'on s'attaque à la dette à un moment ou à un autre. Et là, ces tarifs tombent bien mal parce que nos entreprises ont besoin d'aide, mais malheureusement, on ne pourra pas fournir cette aide parce que le gouvernement est trop endetté. C'est la différence entre une récession et une dépression. Quand on vit une période de récession, le gouvernement crée des programmes ou renforce des programmes déjà existants pour venir en aide aux individus ou aux entreprises, comme dans le cas de la COVID, par exemple. Mais lorsque le gouvernement est surendetté, que sa devise est diminuée, et que sa dette déclarée est absolument stratosphérique, eh bien, à ce moment-là, il ne peut plus intervenir.
c'est la dépression. On parle ici de fermeture d'entreprise, un taux de chômage record, etc. Et là, j'arrive aux solutions. Parce qu'il y en a des solutions. C'est le point numéro 5. Voilà. Première option. L'option du Parti libéral. L'option fédérale Carney. Les contre-tarifs et on se rapprochait de la Chine de façon à venir brouiller les cartes avec les Américains. Ce qui risque de provoquer une très très forte réaction de la Maison-Blanche. Et là, on risque de se retrouver en situation géopolitique très compliquée. Très compliquée. Très compliquée. C'est vers ça que l'administration Carney nous amène. Et le tout dans un contexte de dépression, de hausse spectaculaire de chômage et de fermeture d'entreprises. Et là, on va souhaiter que la Chine sorte de ce merdier. Et là, la Chine risque de prendre des décisions ou de se livrer à ce que je pourrais appeler une forme d'installation ou d'implémentation, en guillemets, c'est un mot anglais, implementation, et de vouloir s'installer au Canada de façon claire, nette et militaire. Là, ça risque d'aller très, très mal. Option B, la proposition que j'ai faite, à savoir le passage de l'Arctique, négocier une certaine cession territoriale. Vous savez, quand une entreprise ou un individu est endetté, il faut parfois vendre des actifs pour éponger la dette. Ici, ce que je suggère, c'est de céder certaines îles ou de les louer ou de les partager de façon à protéger le passage de l'Arctique. Ça, c'est le premier point dans l'option B. Le deuxième point, c'est de créer un comité binational d'harmonisation en vue d'une possible annexion à plus ou moins long terme qui viserait entre autres à adapter la gestion de l'offre et les systèmes bancaires de part et d'autre de la frontière, mais aussi les systèmes juridiques. Donc, ce serait en quelque sorte un comité binational d'harmonisation en vue d'une éventuelle annexion. Donc, on est, si vous voulez, dans le passage suggéré par le président Trump et auquel il ne pourrait pas s'opposer parce que finalement, on discuterait d'une option que lui-même a avancée et qui existe dans notre histoire du Canada et du Québec depuis la conquête. Les patriotes de 1937, Louis-Joseph Papineau, souhaitaient l'annexion. Donc, voici. En résumé, les deux solutions. Le modèle proposé par les libéraux, le contre-tarif, augmenter l'influence de la Chine, avec tous les risques que ça comporte, ou encore ma proposition, s'intéresser au passage de l'Arctique et créer un comité binational de façon à harmoniser nos lois dans le domaine bancaire, financier, la question de la gestion de l'offre aussi. Et je pense que de cette manière, on pourrait peut-être arriver à calmer le jeu pour quelques années. Et si jamais les démocrates reprenaient le pouvoir dans 3 ans et demi, eh bien, allez pas croire qu'ils vont abolir les tarifs. Parce que les tarifs, au moment où on se parle, rapportent tellement d'argent dans le coffre des États-Unis qu'il faut vraiment être naïf pour penser que les démocrates vont abolir les tarifs. Au contraire. Ils vont peut-être même les augmenter parce que les démocrates aiment une grosse fonction publique. Ils aiment avoir si vous voulez, ils ont tendance à créer une inflation étatique. Alors que les républicains veulent plutôt faire subir à la fonction publique une cure
cure de démaigrissement forcé. Voilà. C'était mon propos pour aujourd'hui. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à commenter, à aimer ou à ne pas aimer. J'ai l'habitude de répondre à vos commentaires. Là-dessus, je vous souhaite un bon week-end. Nous sommes samedi matin et à la prochaine. Au revoir.